taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. El Hadj Oumar Diop, bonjour. Bonjour Bayouma. C'est un plaisir encore une fois de vous recevoir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Je vous remercie de l'invitation et je m'honore d'être votre invité et c'est l'occasion également de discuter sur certains sujets d'actualité qui interpellent la communauté sénégalaise. D'abord avec cette adresse du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, qui encore une fois à la veille justement de l'ouverture de la campagne électorale en perspective des élections législatives anticipées de ce 17 novembre 2024, le président Faye s'est adressé à la nation. On en profitera également dans la deuxième partie pour discuter des organes de régulation. Puisqu'en démocratie, la régulation électorale est de taille. Que retenir justement de cette régulation électorale avec des organes désignés en la circonstance? Effectivement, il y a matière à réfléchir. Alors, El Hadj Oumar Diop, vous êtes docteur en droit, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui, parlons de cette adresse du chef de l'État à la nation. Que retenir? Le président Bassirou Diomaye Faye a d'abord salué la résilience du peuple sénégalais qui a su, en dépit des épreuves, maintenir la flamme de la démocratie. Il a ensuite rappelé la volonté du peuple à transcender les contingences politiques partisanes en démissionnant de son poste politique dans son parti afin de rester le président de tous les Sénégalais sans distinction aucune. Oui, le président Faye a appelé à une campagne électorale apaisée et pacifique, à plus de retenue, de modération et de responsabilité. En ces termes, avec le recul, que retenir, El Hadj Oumar Diop? Merci Bayouma. Il faut comprendre ici que nous sommes dans un contexte assez lourd. C'est un contexte de pré-campagne électorale. Il y a à ce moment où nous parlons des Sénégalais qui ont les pieds dans l'eau. Et d'un autre côté, il y a des acteurs politiques qui, de par leur prise de position, contribuent à alimenter encore la tension. Cela peut se comprendre d'une certaine manière parce que la matière électorale est une matière extrêmement sensible parce qu'il s'agit d'aller conquérir des suffrages des électeurs. Mais le président de la République a senti la nécessité de prendre de la hauteur, de se mettre au-dessus de la mêlée pour rappeler à la fois son rôle, mais également pour rappeler aux Sénégalais et aux uns et aux autres qu'en dépit des circonstances et en dépit des difficultés, il faudrait ici veiller à deux choses. La stabilité du pays, mais aussi surtout la cohésion de la nation. Et dans ce cadre-là, le président de la République a rappelé aux acteurs politiques à leur responsabilité première, consistant à proscrire tout discours haineux ou communautariste de nature à contribuer à saper la stabilité et la cohésion de la nation. Donc ici, comprenons que le président de la République est dans son rôle, le gardien de la Constitution. Il a voulu marquer son territoire en perspective de l'ouverture de cette campagne électorale. Effectivement. Ce qu'on sent ici, c'est un président de la République qui est au-dessus de la mêlée politique, mais qui rappelle aux uns et aux autres leur rôle et leurs responsabilités dans ce contexte. Dans un contexte que vous saisissez l'occasion avec tout ce qu'il y a comme débat à l'intérieur de son parti PASTEF, mais également dans la société. Pour dire quoi finalement à cela qui agite justement certaines idées suite à des nominations par-ci, également sa posture remise en cause quelque part? Oui, il y a aussi à ce niveau à analyser. Oui, c'est toujours le contexte qui l'explique, parce que n'oublions pas qu'il y a quelques mois de cela, le Sénégal a réalisé sa troisième alternance politique. Et quand il y a alternance, il y a déplacement du centre de pouvoir, donc du centre de gravité du pouvoir, et on s'attend à ce que ceux qui viennent d'arriver au pouvoir occupent les postes de responsabilité. Donc ceux qui se sont battus aux côtés du président de la République, dans le même parti, dans la même coalition, s'attendent à ce qu'on appelle la rétribution militante, parce qu'ils se sont engagés. Or, s'ils se rendent compte que non seulement il y en a certains parmi eux qui sont nommés, d'autres ne le sont pas, mais des adversaires politiques commencent à occuper des postes de responsabilité, il est normal et il est logique qu'ils tapent sur la table pour rappeler au président de la République que le phénomène de transhumance politique, qui a longtemps caractérisé la vie politique, ce phénomène-là, il n'en vole plus, d'autant plus que
leur mot d'ordre, c'est quoi? C'est Djoub, Djoubol et Djoubanti. Oui, en phase avec leur propre doctrine de parti. Voilà, ces préoccupations éthiques et morales qui sont à la base de leur action politique doivent complètement rimer avec les prises de position des acteurs et leur comportement, particulièrement du président de la République. Est-ce le cas? Il y a quelques nominations qui entraînent des difficultés et qui fait qu'à l'intérieur du parti, il y a des remous. Par conséquent, je pense que c'est un appel au président de la République pour qu'il reconsidère ses positions. Oui, le Premier ministre, plutôt, dans son poste, a fait comprendre à l'opinion quelque part que cette discussion qui a été agitée rappelle en tant que parti, en tant que PASTEF, quelque part, et qu'il nécessite, oui, des corrections à ce niveau. Oui, à ce niveau, je pense qu'il faut avoir un peu de froideur dans l'analyse pour expliquer que un parti politique qui accède au pouvoir, donc aux responsabilités républicaines, doivent occuper tous les postes. Mais est-ce que le parti a la réserve nécessaire en matière d'expertise, mais également de personnalités compétentes, de personnalités qui connaissent les rouages institutionnels, qui maîtrisent le fonctionnement de l'État? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Oui. Donc, la personnalité qui nomme, c'est le président de la République, le Premier ministre. Après avoir fait dégager le profil, faire le casting, c'est à ces personnalités-là d'apprécier. Objectivement. Est-ce qu'une autre façon, justement, de dire la patrie avant le parti? On connaissait déjà cette chanson sous Macky Sall. Est-ce le cas sous Diomaye aujourd'hui? Je suis un peu sceptique par rapport aux slogans qui sont lancés. Parce que confronté à la réalité, toujours la dimension politicienne des actes qui sont posés montre le plus souvent que si le discours politique promeut ce qu'on appellera la patrie avant le parti, mais la réalité va montrer une remise en cause de ce slogan. Pourquoi je suis très prudent là-dessus. Oui, il est attendu des mutations, un bouleversement profond, pour ne pas dire une transformation dans la pratique politique aujourd'hui, El Hadji Oumar Diop. Dans ce cas d'espèce, le PASTEF est venu avec une spécificité. Dans la pratique, est-on en train de vivre les conséquences d'un choix politique ou bien? Je pense qu'il est très tôt pour faire des appréciations assez absolues, des prises de position tranchées sur la question. Parce qu'il vient d'arriver au pouvoir. Ce n'est que 7 à 8 mois à peu près, ou bien 7 mois d'exercice du pouvoir. Il est très difficile de dégager une certaine forme de linéarité par rapport aux prises de position du président de la République ou bien du Premier ministre. Or, en cas d'alternance politique, il y a ce qu'on appelle un changement à la tête de l'État et du personnel politique. Ce qu'on s'attend, c'est quoi? C'est que c'est l'occupation de tous les postes politiques par une nouvelle équipe dirigeante qui vient appliquer un programme politique parce qu'ils ont leur propre vision de la société. Maintenant, dans ce processus-là, il est extrêmement tôt de porter certaines appréciations ou certaines critiques. Pourquoi? Parce que l'État est une machine extrêmement complexe. Et le président difficile à gérer et déclare clairement qu'il est le président de tous les Sénégalais. C'est normal que le président de la République... Ceux qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté, président de tous les Sénégalais, sans justement parti pris. Oui, vu la Avait-il besoin de le rappeler dans le contexte? Si, vu la période assez difficile qui a mené à l'élection présidentielle. Et après l'élection présidentielle, on voit que les esprits commencent à chauffer avant qu'on arrive aux élections législatives. Il est normal dans ces conditions-là que le président de la République se positionne en rassembleur de la nation, en garant de l'unité nationale, mais rappelle en même temps son rôle et sa responsabilité en tant que gardien de la Constitution. Le caractère partisan, le communautarisme doivent être évités comme danger par rapport à une société qui se cherche, qui se construit. Le président a fait cette déclaration également. Oui, mais il faut replacer cette problématique-là dans le contexte dans lequel nous vivons, parce que nous sommes dans un processus de renouvellement de l'élite politique sénégalaise. Or, la plupart des dirigeants de partis, ou bien des élites qui aspirent à nous gouverner, n'ont pas une forte culture politique, n'ont pas une grande culture politique, n'ont pas une élégance républicaine, et dans le comportement de tous les jours, on sent qu'il manque quelque chose. Vous voyez, et ce qui fait que parfois, l'appréhension, la façon de poser les problèmes aboutit toujours à des affrontements. Maintenant, qui pense que insulter, peut permettre la persuasion, ça pose énormément de difficultés dans l'espace public. En période de campagne électorale s'impose le respect
des règles démocratiques, l'équilibre, l'égal accès des différents candidats aux médias, se pose alors la lancinante question de la régulation en démocratie. Ici, la régulation électorale, que retenir? Deux organes retiennent notre attention. CNRA plus la Sénat. La Sénat, c'est la Commission électorale nationale autonome. Le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Oui, pour dire quoi? Non, pour dire d'abord deux choses. Dans le développement de nos sociétés politiques, il est arrivé au début des années 90 que, sentant les lourdeurs de l'action administrative, mais également un certain nombre de dysfonctionnements, l'autorité a estimé nécessaire de créer ce qu'on appelle des organes, donc des autorités administratives indépendantes qui vont aider à mieux raffermir l'action publique. Et dans ce cadre-là, un certain nombre de principes relatifs à l'efficacité, à l'efficience, à la transparence dans la vie publique, mais également à la reddition des comptes, font qu'on développe un peu partout un certain nombre d'organes qu'on appelle des autorités administratives indépendantes. On les voit en matière de protection des droits de l'homme. On les voit en matière de lutte pour la transparence et contre la corruption. Quand on voit la mise en place de l'ARMP remplacée par l'ARCOP, quand on voit la mise en place de l'ITE, donc tous ces organes-là contribuent à la mise en place d'un climat de transparence dans la gestion des affaires de l'État. Maintenant, en matière électorale, on a la création de la Commission électorale nationale autonome d'une part et du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Mais ça, c'est le résultat d'un processus. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, même en lisant le code électoral, au Sénégal, l'organisation matérielle des scrutins politiques relève de la responsabilité de l'État et particulièrement du ministre de l'Intérieur. L'organisation. Pour reprendre un de mes professeurs de droit public, il disait souvent que la victoire électorale du camp présidentiel dépend toujours du ministère de l'Intérieur. Donc nous avons gardé cette option traditionnelle faisant du ministre de l'Intérieur l'organisateur des élections. Ça veut dire que très souvent, il y a une crise de confiance parce que l'opposition, le plus souvent, conteste les actes posés par le ministre de l'Intérieur. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait? On développe des stratégies en tirant les leçons des élections locales de 1996. C'est à ce moment-là qu'on a mis en place l'ONEL en 1998, c'est-à-dire l'Observatoire national des élections. Et que l'ONEL a fonctionné jusqu'à l'alternance de 2000, et à partir de 2005, on a créé une commission dirigée par le professeur Babacar Gueye qui a abouti à la mise en place de la Commission nationale électorale autonome. Or, d'autres pays ont créé des commissions électorales nationales indépendantes. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est l'enjeu de l'organisation matérielle des élections. Il faut confier l'organisation matérielle des élections à un organe indépendant ou bien confier cette organisation au ministre de l'Intérieur, donc à l'administration traditionnelle, tout en mettant, je dirais même, un bémol dans le cadre du Sénégal. Parce que le Sénégal a accepté de continuer dans le même processus, que le ministre de l'Intérieur puisse continuer à organiser les élections, mais on crée un organe indépendant autonome qui va projeter son regard sur le fonctionnement du système électoral, va avertir, va alerter et va pointer les dysfonctionnements et les lenteurs du processus pour que les acteurs politiques puissent rectifier et corriger ces dysfonctionnements et assurer la transparence électorale. Aujourd'hui, on peut contester le système électoral sénégalais, mais à mon sens, il faut le faire de manière très nuancée. Pourquoi? Parce qu'un système électoral qui produit 3 alternances politiques, c'est un système qui contribue à la consolidation de la démocratie. Dans ce cadre-là, les organes de contrôle au Sénégal, quand on les examine au fond, la composition mérite d'être magnifiée. Pourquoi? Parce que c'est une composition diversifiée. Il y a des pays où ce sont des hommes politiques, bien des partis qui envoient leurs représentants. Et qu'est-ce qu'on fait? On transfère le combat politique au sein de la structure. Alors qu'au Sénégal, ce sont des personnalités neutres, c'est plus souvent de la société civile, qui, par leurs compétences, leur probité, leur moralité, ont fait leurs preuves dans leur domaine d'activité et qui viennent contribuer ici à raffermir le processus électoral et à jouer à la transparence dans ce processus-là. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est quoi? La question également se repose. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu, c'est l'élection
les élections législatives. Oui. Enjeu de pouvoir, enjeu de contrôle de l'Assemblée nationale, mais également enjeu d'une majorité en vue de l'application d'un projet ou d'une vision politique. Et qui découle quand même d'un long processus. D'un long processus Oui. qui est le résultat de l'expérience sénégalaise en matière démocratique. Que faut-il en retenir aujourd'hui, El Hadj Omar Diop? Quelque part, le président de la République dit prendre de la hauteur en tant que chef de l'État et laisser justement les 41 listes compétir pour 165 sièges. La question à la fois de la participation et également de la majorité se pose aujourd'hui comme enjeu principal, dites-vous. C'est une élection. Et quand on dit une élection, il y a un processus durant la campagne électorale. Ça doit être projet contre projet, vision contre vision. Il est normal qu'il y ait des candidats qui aillent vers les électeurs et après essayer de solliciter les suffrages. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est la multiplicité des listes électorales. Oui. Rappelez-vous qu'en 2007, il y en avait plus de listes. Il y avait 48 listes et quelques. Et le Conseil constitutionnel avait autorisé le gouvernement, dans l'organisation des élections, à imposer à chaque électeur de prendre au maximum 5 bulletins pour assurer la rapidité de l'opération électorale. Et aujourd'hui, si on fait la même chose, cela peut permettre à chacun au moins d'aller voter. Mais le problème, c'est l'organisation du passage des candidats devant les médias publics d'information. Le temps d'antenne. Pour la propagande. Pour Donc, le temps l'équilibre. d'antenne. Pour l'équilibre. Assurer l'équilibre. Il faut assurer l'équilibre, Oui. mais respecter également ce qu'on appelle deux principes, c'est-à-dire l'égalité d'accès et l'égalité de traitement des acteurs politiques. Et dans ce cadre, il se situe sur un débat. Vous avez certainement suivi l'actualité avec le débat Ousmane Sonko-Amadouba. Réducteur, diront certains, légitime, assurent d'autres. Le CNRA a sorti, tenez-vous bien, un communiqué. Le CNRA dit n'accorder aucune autorisation dans le sens de l'organisation d'un débat. Les chaînes de radio ou de télévision, quel que soit le support utilisé, ne sont pas habilitées à diffuser une telle émission dans le cadre de la présente campagne électorale. Votre réaction? Deux éléments de réponse. Premier élément de réponse, c'est sur le débat. Oui. Deuxième élément de réponse, c'est sur le CNRA. D'abord sur le débat. En termes de principe. La démocratie, c'est le débat. Oui. La démocratie, c'est la contradiction. La démocratie, c'est l'affrontement des idées dans le respect des convictions des uns et des autres. Dans ce cadre-là, l'organisation d'un débat au cœur même de la démocratie participe à l'information des populations, à la clarification des choix politiques. Et à la vitalité démocratique. Et à la vitalité démocratique. Oui. Donc si nous sommes d'accord sur le principe, les modalités peuvent être discutées et qu'on trouve des plages de convergence. Et dans ce cadre-là, Oui. l'intervention du CNRA, au-delà de cette fermeture et d'une interprétation hermétique des textes, je pense qu'on aurait pu avoir ce que j'appellerais une lecture dynamique des textes, permettre aux Sénégalais d'avoir deux grands leaders politiques qui s'expriment, mais également qui s'engagent à s'ouvrir Oui. dans d'autres débats, avec d'autres acteurs politiques, en même temps, pour que, non pas l'égalité, Oui. mais l'équité puisse Oui. être instaurée dans la vie politique, permettant Et l'équilibre. du débat et l'équilibre. Et l'équilibre. Et dans le deuxième sens, Et dites-vous, que le CNRA ne doit pas s'enfermer dans une lecture hermétique des textes. Qu'on appelle ça, il doit toujours intégrer le fait que la démocratie, c'est le débat et la confrontation des programmes, des projets et des points de vue des acteurs politiques contribuent à la clarification des choix électoraux. mais une position qui peut tout de même se comprendre dans la mesure où le CNRA dit clairement avoir proposé dans le cadre des concertations sur le processus électoral la révision de certaines dispositions. Ouais, mais comme cela ne s'est pas encore réalisé, Oui. il y a une situation urgente qui est là, Ponctuelle. ponctuelle, il faut composer avec cette situation. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas priver aux Sénégalais l'occasion d'avoir un débat de société, d'avoir un débat sur les problèmes majeurs qui traversent la vie politique. Quelles sont les différences fondamentales entre les deux grandes coalitions dont les leaders veulent débattre. Sur le projet de mandature, oui. Tant sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social, et sur le plan institutionnel. Cela veut dire quoi? Le débat, c'est un débat projet contre projet, programme contre programme, vision contre vision. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un jeu électoral. Et qui dit jeu électoral, dit confrontation pour au moins clarifier les choix électoraux. Deuxième aspect du raisonnement, c'est de veiller à ce que les participants au débat promeuvent ce qu'on appelle l'élégance républicaine et la civilité dans les rapports. C'est-à-dire un débat au ras de pâquerette ou bien des coups bas, ce n'est pas ce qu'on attend des leaders politiques qui ont une envergure nationale. Et notre démocratie, souvent, nous constatons ce manquement, l'absence de débat.
entre leaders, entre acteurs aujourd'hui. Il était question sous Diouf et Wade d'organiser ce fameux débat qui malheureusement n'a jamais eu lieu. Aujourd'hui, oui, cela nous suit. Les acteurs politiques ne sont-ils pas prêts? Sont-ils prêts? C'est des problèmes de texte? Oui, finalement. Quel est le problème? Le fond de la question, c'est d'abord d'accepter le principe du débat. Si on accepte le principe du débat, il faut au moins que l'on crée les plages de convergence permettant à des acteurs de débattre. Vous vous rappelez, je pense que c'était lors des dernières élections locales, ou bien oui, c'était dans la région de Casamance, entre Mme Ndeye et je pense que M. Guy Marius Sagna. Ils avaient accepté de débattre, n'est-ce pas? Ils avaient accepté de confronter leurs points de vue. Je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut s'orienter, c'est-à-dire créer l'espace permettant à des acteurs politiques de débattre, d'exprimer ce qu'ils pensent et aussi d'offrir aux citoyens la possibilité de confronter des idées sur des visions de la société. Pourquoi? Parce que si on n'a pas l'habitude de débattre, si on n'a pas l'habitude de confronter des idées, si on n'a pas l'habitude d'accepter la critique, le plus souvent, ce sont des prises de position avec des coups de poing qui viennent remplacer tout. Rappelez-vous, durant la législature, une dame a été frappée à l'Assemblée nationale. Des actes de violence inouïs ont été constatés à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'au fond, le débat pose problème. Au fond, l'un des éléments essentiels d'un démocrate ne se retrouve pas, c'est l'acceptation de la contradiction politique. Donc, un démocrate doit d'abord accepter de débattre, d'accepter la contradiction politique, accepter que l'autre puisse penser autrement que moi, et que ma proposition puisse être relativisée ou minorisée par un autre type de proposition. Et c'est le citoyen qui est éclairé. C'est le citoyen qui prend position et le citoyen qui choisit dans l'urne. Et dans une démocratie, lorsque le souverain s'exprime, tout le monde s'incline. Et aujourd'hui, toujours dans la même dynamique, nous avons parlé d'organes de régulation en insistant sur la Sénat, la Commission électorale nationale et autonome, mais également sur le CNRA, devant faire observer l'équilibre, mais également devant faire observer la transparence. Mais dans le traitement de l'information et l'accès à l'information, de ce point de vue, les organes de régulation ont un rôle principal, surtout en démocratie. Oui, les organes de régulation contribuent de par leur rôle à apaiser les tensions politiques, contribuent de par leur rôle à rassurer les candidats, contribuent également à la diminution de la violence politique. Or, si les citoyens qui participent, si les acteurs politiques qui sont les principaux concernés par la lutte politique ne sont pas rassurés à la fois sur les règles, sur les organes de régulation, mais également sur la participation des uns et des autres, ça va continuer à créer une situation conflictuelle et des contestations post-électorales. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On doit toujours encourager les organes de régulation à assumer leur rôle et leurs responsabilités. Et que chaque organe de régulation, en agissant, contribue à restaurer la confiance, non seulement dans le processus électoral, mais également à participer à l'apaisement du processus. Dès ce dimanche, à 0h, ils seront à la conquête du suffrage, à la conquête de l'électorat. Aujourd'hui, oui, s'opèrent justement des mutations très profondes. Oui, cette Assemblée nationale, la prochaine législature, dis-je, va être confrontée à un besoin réel. Oui, les besoins et les préoccupations de la société. Elles sont nombreuses, ces préoccupations. Finalement, El Hadj Oumar Diop, quel député pour la prochaine Assemblée nationale? Quel député pour la prochaine Assemblée nationale? Je pense qu'il faudrait attendre les résultats des élections pour l'apprécier objectivement. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a 41 listes, si je ne me trompe, et quand on fait une analyse approfondie, on se rend compte qu'il y a d'anciens premiers ministres, d'anciens présidents de la République qui viennent participer, et des ministres également. Donc chacun va aller à la pêche au suffrage. Et au retour maintenant, eu égard au contexte dans lequel nous vivons, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans un processus de renouvellement de l'élite politique et que le Sénégal est à la croisée des chemins. C'est une nouvelle équipe dirigeante qui arrive au pouvoir, qui veut faire ce que le président de la République a dénommé des changements systémiques. Cela veut dire quoi? Il faut une majorité pour un camp présidentiel qui dirige pour pouvoir appliquer son projet et sa vision de la société. Mais le député, je pense que dans son comportement personnel et individuel, doit rompre avec les comportements du passé. Rappelez-vous, on a vu ici des députés se battre à l'Assemblée nationale, mais aussi et surtout, on a vu des députés poursuivis pour des trafics de passeports ou bien des trafics de drogue.
ou bien je dirais même des trafics des trafics de faux monnayage. Ça, c'est l'éthique même républicaine qui est en cause. Donc, les députés dont les Sénégalais ont besoin, ce sont les députés qui incarnent leurs propres aspirations. Parce que les députés, comme le disait Barnard, a pour rôle de vouloir et de pouvoir pour la nation. Et quand on doit vouloir et le pouvoir pour sa nation, cela veut dire quoi? On a une idée très élevée de ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de la nation. Et cet intérêt supérieur-là s'apprécie peut-être de manière relative en fonction des intérêts des partis. Et qu'est-ce qui risque finalement de faire la différence? Ce qui risque de faire la différence, je pense qu'il y a un président de la République qui vient d'être élu il y a quelques mois. Or, lorsqu'on observe la trajectoire historique du pays, depuis l'indépendance, les Sénégalais ont été cohérents et conséquents avec eux-mêmes. Aucun président de la République élu n'a pas été désavoué quelques mois plus tard à l'Assemblée nationale. Cela veut dire que le peuple lui a donné ce qu'on appelle une majorité lui permettant d'appliquer sa politique. Donc, premier élément de réponse, c'est une majorité pour le président et pour l'application de son programme. Deuxième élément de réflexion, c'est le contexte dans lequel nous vivons. C'est un contexte extrêmement difficile où tout peut se passer. Il y a certaines même qui applaudissent ou bien qui veulent ce qu'on appellera la réalisation d'une cohabitation. Personnellement, si vous voulez mon point de vue, je ne souhaite pas ça pour mon pays compte tenu du contexte dans lequel nous évoluons. Nous avons besoin d'une majorité claire, affirmée, qui applique son programme et que l'opposition s'oppose et que le peuple va apprécier lors de prochaines élections. Et comment cela devrait se traduire à l'Assemblée nationale? Ça se traduit par rapport à des commissions, des prises de position, des groupes parlementaires qui sont le reflet de la représentation nationale. Donc ce qu'il faut souhaiter, c'est une représentation nationale diverse, mais avec une majorité claire, qui empêche au moins un certain nombre de jeux politiciens qui risquent de prendre en otage le pays. Une élection législative n'est pas une élection présidentielle. Vous en convenez? Oui, je le concède avec vous. Pourquoi? Oui. Parce que l'élection présidentielle, ça repose sur l'équation personnelle. C'est le candidat qui veut la magistrature suprême qui est mis en avant. C'est une trajectoire politique. C'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple, comme on a l'habitude de le dire. Alors que les élections législatives, c'est une autre dynamique. Il y a une question de local qui interviennent. Pourquoi? Parce que c'est les députés de la région de Kaolack, de la région de Fatick ou de Tamba ou ailleurs qui se regroupent à l'Assemblée nationale dans le but d'exprimer une volonté souveraine. Première chose. Deuxième chose, c'est un parti politique ou une coalition de partis qui accède au pouvoir. Ce parti-là a besoin d'appliquer un programme politique. Et dans ce cadre-là, les hommes qui sont sur la liste et qui sont élus incarnent cette vision et sont obligés de traduire cette vision en texte à l'Assemblée nationale et que cette vision-là soit appliquée pour la société pendant la durée constitutionnelle du mandat. Se poserait-il le problème ou le défi de la participation aujourd'hui? Parce que souvent, la participation n'est pas très élevée, eu égard à une présidentielle où on constate souvent une participation forte. On peut le penser. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a eu des inondations dans les régions nord du pays. On se pose même la question de savoir comment l'élection va être organisée dans ces cas-là. Ça, c'est également un problème. C'est un problème. Oui. Après, l'autre problème, c'est la multiplicité des listes qui peut entraîner ce qu'on appelle l'éparpillement de l'électorat. Donc, tous ces problèmes-là peuvent, d'une certaine manière, diminuer le taux de participation. Vous êtes juriste. Également, l'organisation d'une élection devrait se faire en un temps T sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, cela risque de ne pas se passer. Comment valider une telle élection? Il y a ce qu'on appelle des circonstances exceptionnelles. Oui. Si les circonstances exceptionnelles se réalisent, il est donc normal et logique qu'on trouve, ou bien qu'on essaie de trouver des solutions alternatives. Oui. Par exemple, dans le cas du Sénégal aujourd'hui, organiser des élections partielles et plus tard, organiser les restes des élections sur les régions nord du pays, c'est concevable dans le sens où il faut permettre à l'électorat d'exprimer sereinement son vote durant le jour des élections. C'est une obligation. C'est une obligation pour l'État d'organiser les élections dans l'ensemble du territoire et pour tous les citoyens, mais à l'impossible nul n'est tenu. L'impossible n'est tenu, dites-vous. Aujourd'hui, quand on jette un regard sur les têtes de liste, de fortes personnalités politiques vont devoir compétir sur le terrain. Oui, comment concevez-vous cette ambiance?
la présence de fortes personnalités politiques à la tête des listes contribue davantage à montrer l'âpreté de la compétition. Parce que chaque personnalité veut avoir le maximum de suffrages et être représentée à l'Assemblée, au-delà de la représentation, de peser sur le jeu politique. Ce qui fait que la compétition électorale est une compétition dure, une compétition âpre. L'autre élément de réflexion, c'est que nous sommes en Afrique, en général, au Sénégal en particulier. L'opposition ne nourrit pas son homme. Quand on est opposant, le plus souvent, on a des difficultés de financement de ses activités. C'est la raison pour laquelle, toujours, il y a un déplacement du centre de gravité. Les gens veulent aller vers le pouvoir, les gens veulent aller vers la majorité. Ce qui fait que même après les élections... Même s'ils sont assez puissants également, voilà. Au regard des têtes de liste quand même, c'est pas à négliger. Oui, mais les têtes de liste, ce qui importe le plus, c'est pas la personnalité de la tête de liste, c'est le nombre de suffrages récoltés le symbole également. Au soir des élections et les résultats que ça peut entraîner. Parce qu'on a vu ici des têtes de liste dans les élections qui sont passées, qui ont eu du mal à avoir un seul siège de député. Aujourd'hui, au regard du mode de scrutin également, c'est assez problématique pour pouvoir justement relever le défi de la majorité. La bataille dans certaines zones départementales risque de peser lourd. Oui, le cas de Dakar par exemple. Non, c'est normal quelque part, parce que le PASTEF par exemple a fait l'option d'aller sous ses propres couleurs. Ça permettra au moins de peser le poids du parti. Parce que le plus souvent, vous voyez, il y a parfois des acteurs politiques farfelus qui se cachent derrière des coalitions. Or, ça au moins c'est un élément de clarification du jeu politique. On sait qui est qui pèse quoi. Mais comme nous sommes dans une démocratie et que le régime électoral permet ce qu'on appelle des regroupements à travers des coalitions, on va voir ces coalitions. Voilà. Maintenant, en fonction des intercoalitions, en fonction des villes, par exemple, Dakar est un enjeu fondamental parce que c'est la capitale. Dakar également. La bataille de Dakar. Voilà, c'est la vitrine. Pays. Donc la bataille de Dakar aura lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des acteurs politiques de la majorité et ceux de l'opposition. Quelles sont les zones, selon vous, qui risquent justement d'attirer fortement l'attention durant cette campagne électorale? Le plus souvent, ce sont des zones où il y a des leaders politiques qui sont originaires de ces zones et qui veulent coûte que coûte engranger le maximum de suffrages. Je n'ai pas fait l'analyse sociologique et croisée des différentes listes, je ne les ai pas encore reçues, mais toujours, quand un leader politique est originaire d'une région, il veut coûte que coûte faire de cette région-là son fief. Et s'il remporte la victoire, le maximum de suffrages dans cette région-là, le plus souvent, il a tendance à se comporter comme un baron dans cette région. Or, s'il y a d'autres opposants qui viennent contrer cette dynamique-là, ça peut créer des tensions, mais ça peut également contribuer à équilibrer. C'est la raison pour laquelle l'analyse des listes et des résultats qui vont sortir permettront au moins d'avoir une lecture linéaire de la trajectoire des uns et des autres. Et de dégager l'avenir de certains leaders politiques. Et de voir également leur force politique. Leur force et leur avenir politique, puisque le cas du président sortant, le président Macky Sall par exemple, Amadou Ba également, il y a une problématique en termes d'enjeux et de l'avenir politique de ces différents leaders. Oui, mais il y a un manque de lisibilité entre la trajectoire de ces deux leaders. L'ancien président de la République, il a été député, il a été maire. Je crois, il a été ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale et président de la République. Donc, il a eu une carrière politique bien tracée. Quel est le sens, justement, de sa participation? Quand il revient maintenant... Oui, quel est le sens de cette participation? C'est lui-même qui l'a dit, il veut poser dans le processus pour que le nouveau président de la République n'ait pas une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il a dit. C'est son point de vue à lui. On va voir comment l'électorat va réagir. Donc sa trajectoire, comparée à celle de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, ne peut pas être la même. Pourquoi? Parce que Amadou Ba, je pense, M. Ba est dans une logique de construction d'une figure emblématique sur la scène politique, parce qu'ayant peut-être des ambitions présidentielles dans le futur. Vous voyez, celui qui a incarné la station présidentielle et celui qui aspire à la station présidentielle ne sont pas dans les mêmes logiques. Maintenant, est-ce que l'ancien président va revenir dans le jeu politique plus tard pour se présenter à l'élection présidentielle? Personne ne sait. D'abord, nous édifiera. Mais de ce point de vue également, il est nécessaire d'analyser le cas du camp présidentiel. Le Premier ministre Ousmane Sonko, tête de liste également, fera face quelque part à des hommes de sa génération. Pour Dakar, Barthélémy Diaz reste le principal leader.
Également, dans les autres coalitions, comment justement analysez-vous ce face-à-face? Ce face-à-face est inévitable. Parce que, comme nous l'avons dit tantôt, nous sommes dans un processus de renouvellement de l'élite politique. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui dirigent des partis politiques et d'autres qui veulent s'affirmer. Donc, c'est l'élection majeure qui va déterminer la trajectoire des uns et des autres et comment ils vont se faire représenter et peser dans la vie politique dans l'avenir. Pourquoi? Parce que c'est la première alternance qui, aujourd'hui, amène un jeune à la tête de l'État et une équipe gouvernante dont la plupart n'a jamais eu d'expérience ministérielle ou dans la haute administration. Vous voyez, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les députés qui vont sortir vont incarner pour la première fois, d'une certaine manière, une représentativité au niveau parlementaire. Premier aspect. Deuxième aspect de l'analyse, c'est que, comme ce sont des jeunes qui viennent d'arriver, au fur et à mesure qu'ils avancent, ils vont apprendre les rouages de l'État pour se faire une culture institutionnelle, mais également se repositionner dans l'espace public. Aujourd'hui, là où nous en sommes, certains se sont positionnés dans des listes ou des coalitions, mais rien ne dit que demain, il n'y aura pas des changements à l'intérieur de ces partis, des mouvements à l'intérieur de ces coalitions, pour montrer que la lutte politique n'est pas stable. Elle vit au gré des situations, des circonstances politiques, des intérêts et des humeurs des uns et des autres, mais également de la trajectoire historique du pays. Donc rien n'est stable parce que nous sommes dans une situation mouvante. Et il s'agit d'élections législatives anticipées, 3 semaines de campagne. Ouais, 3 semaines de campagne, c'est assez long et on verra ce que ça va donner. La campagne électorale, c'est le moment où les candidats vont aller devant les électeurs pour vendre leurs projets politiques et après, il appartiendra aux Sénégalais de choisir quel est le meilleur, bien, la meilleure offre politique, le meilleur programme politique. Oui, nous avions commencé par parler des organes de régulation. En parlant des organes de régulation, mais cette fois-ci, El Hadji Omar Diop, invité d'objection en démocratie. Après la régulation électorale, la régulation également en démocratie, tout à fait à côté, et qui participe dans la régulation, je veux parler de la transparence en matière de protection des droits de l'homme, avec justement l'actualité, cette arrestation de Bougane Gueye Dany également, qui suscite beaucoup de réactions. Entre la liberté de circuler et les limites à l'expression de cette liberté, vous renseigne quoi? Ça me renseigne deux choses. La première, c'est qu'il faut regretter qu'il y ait un acteur politique qui est en prison à quelques encablures du début de la campagne électorale. Parce que ce qui importe le plus, c'est qu'il faut créer les conditions pour que les têtes de liste et les autres acteurs qui participent à la compétition électorale aient les mêmes chances au départ et qu'après c'est le peuple qui va juger. Et non des moindres. Ouais. Et la deuxième chose, je me pose toujours cette question ces derniers temps, les hommes politiques sénégalais ont-ils une claire conscience de leur statut et de leur rôle? Je me demande si le peuple sénégalais n'a pas mal de ces hommes politiques. Ce n'est pas parce qu'on est leader politique qu'on doit être dans une logique permanente de défiance vis-à-vis des institutions ou d'attaquer les institutions répressives de l'État. Parce que ces types de comportements-là ne sont pas des comportements qui prennent l'exemplarité. Pourquoi? Parce que l'homme politique, dans son discours et dans son comportement, il est épié par la jeunesse. Donc, on l'a vu avant l'élection présidentielle, des logiques insurrectionnelles, des logiques de combat politique, des logiques d'affrontement et de défiance à l'autorité. Et c'est cette même rhétorique, cette même logique que l'on voit aujourd'hui. Donc les dirigeants qui incarnent le pouvoir d'État, la façon dont ils se sont opposés lorsqu'ils étaient dans une période de conquête du pouvoir, aujourd'hui, une autre frange de l'opposition va utiliser la même méthode, dans un même contexte. Et c'est le pays qui risque d'en pâtir, c'est l'image de la démocratie qui risque d'en pâtir, mais également ça remet en cause, je dirais même le manque de maturité de nos hommes politiques et de l'inculture quelque part. Pourquoi? Parce que le sens de la République, le sens de l'intérêt général, et je dirais même l'élégance dans les rapports, ne signifie pas qu'il faut insulter, qu'il faut écraser ou bien qu'il faut aller s'empoigner avec des forces de l'ordre. Rappelez-vous, dans le passé, il y a eu des opposants qui sont allés devant le ministère de l'Intérieur pour s'empoigner avec des forces de l'ordre. Ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on se croit tout permis. Le statut d'opposant, c'est un statut qu'on peut valoriser dans une démocratie, mais qu'il faut l'utiliser avec le maximum de prudence. Pourquoi? Parce que lorsqu'on habitue ces militants à la sédition,
à la remise en cause violente de certains choix politiques. Une fois que vous serez au pouvoir, vous aurez des difficultés pour dompter vos propres militants, à plus forte raison que le reste de vos concitoyens. Donc il faut repenser le statut d'opposant politique, tout en se disant que ce statut-là ne permet pas tout. Dans cette même ordre d'idées s'opère, oui, justement, un organe aussi important. Je parlais de l'Observatoire des lieux de protection des libertés. Dans ce cadre, vous avez certainement suivi la parité. La parité dans tout cela, que retenir? Oui, dans les listes électorales, la parité est exigée par la loi. Et le plus souvent, il y a des formations politiques qui se jouent de la représentation au sein des listes pour écarter certaines femmes. Mais l'autorité est toujours stricte dans son appréciation rigoureuse de la validité des listes pour voir si c'est respecté. Dans le même ordre d'idée, il faut souligner le fait que les organes de régulation qui interviennent dans le cadre de la protection des droits de l'homme jouent un rôle très important, notamment, vous l'avez cité tout à l'heure, l'Observatoire de la parité. Il y a aussi l'Observatoire des lieux de prison, lieux de privation de liberté, mais également l'Observatoire de protection des données personnelles. Parce que tout simplement, aujourd'hui, on voit l'utilisation des réseaux sociaux, la mise en cause de la vie privée des uns et des autres. Il est normal et donc il est logique qu'on essaye de renforcer le système de protection des données personnelles dans le but de renforcer également la protection des droits fondamentaux. Et également, pour rappeler que vous suivez votre émission Objection qui reçoit El Hadj Omar Diop, vous êtes docteur en droit, également enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, El Hadj Omar Diop, venons-en à ces différentes formes et domaines de régulation. Oui, parlons dans le cadre de la gouvernance économique, la lutte contre la corruption et le détournement des fonds publics, le cas de l'OFNAC, mais également du pôle financier. Oui, ces derniers temps, on a vu la mise en place de l'OFNAC depuis les années 2012-2013 et que dès récemment, la loi sur l'OFNAC a été modifiée et même, en même temps, on a créé le pôle judiciaire financier qui va remplacer la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Il faut donc se féliciter de la mise en place de ces structures parce qu'elles permettent dans une large mesure non seulement de veiller à l'utilisation scrupuleuse des fonds publics, mais également la transparence dans la vie publique. Parce que la transparence est du domaine de l'information et du domaine de la publicité. Il faut permettre aux citoyens d'avoir le maximum d'informations sur les choix des hommes politiques, mais aussi surtout veiller à la sacralité de nos deniers. Parce que dans nos pays, le plus souvent, détourner de l'argent public est source de valorisation sociale. Or, c'est sacré l'argent public. Et même il y a énormément de défis liés au développement qui nécessitent de l'argent. Et ces maigres ressources-là ne doivent pas être détournées par tel ou tel agent public. C'est la raison pour laquelle les mécanismes qui sont mis en place, il faut veiller à ce que ces mécanismes-là fonctionnent. Mais aussi et surtout, il faut que dans leur fonctionnement, qu'il y ait le respect des droits fondamentaux des citoyens. Il ne faut pas, au nom de la transparence dans la vie publique, au nom de la préservation de nos deniers publics, qu'on viole les droits des uns et des autres. Par exemple, la présomption d'innocence. Il ne faut pas passer son temps à accuser X, Y, Z. Il y a des arrestations en cours. Oui, mais ça, c'est dans le cadre d'enquêtes et de procédures judiciaires. Mais ce qu'il faut déplorer et dénoncer, c'est le fait qu'il y ait des citoyens sénégalais qui vont à l'aéroport et on leur refuse la sortie du territoire sous prétexte que ils ont reçu des informations de l'autorité administrative sans notification. Ça, c'est une violation flagrante des droits des uns et des autres. Or, la procédure judiciaire n'a de sens que lorsqu'elle respecte les droits fondamentaux des citoyens. Des uns et des autres. Oui, de ce point de vue également, El Hadj Omar Diop, la lutte contre la corruption, mais également le détournement des fonds aujourd'hui, un fléau pour nos États, surtout les États du Sud également. Oui, c'est pourquoi plusieurs mécanismes dans le cadre sous-régional comme dans le cadre international sont mis en place. Il y a des conventions qui sont signées et ces conventions-là imposent au pays d'adopter un certain nombre de mécanismes pour traquer les flux financiers. Nous n'oublions pas que ce n'est pas uniquement l'argent de la corruption, parce qu'il y a l'argent du grand banditisme, il y a la drogue. Donc, il y a les flux financiers qu'il faut essayer progressivement de maîtriser. Ça sera extrêmement difficile. Peut-être
on n'a pas les moyens technologiques adéquats, mais c'est un processus. À partir du moment où on a mis les outils, progressivement, avec l'expérience, je pense qu'on y parviendra. Oui, un autre sujet d'intérêt, surtout dans le cadre des organes de régulation, je parlais du contrôle de la transparence dans les marchés publics avec l'ARCOP également. L'ARCOP, oui, une innovation majeure également qui donne son sens dans le cadre justement de ce combat. Oui, l'ARCOP a remplacé récemment l'ARMP et il faut se féliciter également de la mise en place d'un organe au cœur même du fonctionnement de l'État pour surveiller les marchés publics. C'est un aspect extrêmement important parce que ce n'est pas parce que vous êtes proche du parti au pouvoir ou du président de la République ou du Premier ministre que vous devez bénéficier d'un marché. Et souvent des dérogations sont notées quelque part, malgré l'existence de l'ARCOP. Oui, mais attention, des dérogations sont notées, mais les soumissionnaires qui ont été évincés et qui se rendent compte que les procédures n'ont pas été respectées peuvent saisir l'ARCOP comme peuvent saisir les juridictions. Donc, c'est pour arbitrage. Voilà. Donc, ça signifie que la transparence dans la vie publique, la transparence dans la conclusion des marchés publics est en marche. Il y a des acquis et il faut consolider ces acquis. Oui. Un autre également élément à retenir toujours dans le cadre des domaines justement de régulation, la transparence dans les secteurs économiques. Oui, on va les citer pêle-mêle. La RTP, on a l'ITIE également, on a dans les transports, oui, les organes de régulation, la transparence dans d'autres secteurs, l'électricité, le secteur maritime. Oui, en conclusion, quel enseignement, pour quelle perspective? Il faut d'abord mettre en exergue l'idée selon laquelle l'action publique a complètement changé de nature, a complètement changé de visage. Par le passé, ce sont les autorités qui sont au sommet de l'État qui prenaient les décisions, qui les appliquaient, donc ces prérogatives de puissance publique, et ceux qui étaient récalcitrants ont sanctionné. Mais aujourd'hui, ça a changé. Il faut négocier en amont, il faut négocier en aval. Deuxièmement, on met en place des organes qui aident à assurer la transparence et le respect d'un certain nombre de règles pour renforcer l'efficience dans l'action publique, mais également la responsabilité et aussi la transparence. Au nom de ces règles-là qui sont à la base de la gouvernance publique, on a mis en place toutes ces autorités administratives que vous avez citées, que ce soit dans le domaine de l'électricité, dans le domaine des télécommunications, dans le domaine maritime, ou la protection des droits de l'homme, ou bien la protection également des données personnelles. Dans tous ces domaines-là, on a mis en place des autorités administratives dans le but de réguler l'action de l'État, dans le but de contrôler l'action de l'État, mais également éviter qu'il y ait des dérives. Donc plus on avance, le caractère autoritaire du pouvoir dans certaines situations va s'atténuer progressivement si on prend en considération les avis et les décisions de ces organes de régulation. Vous avez dit si on prend en compte. Si on prend en compte. Il y a un autre aspect qu'il faut mettre en exergue, parce que dans nos démocraties, la régulation n'est pas uniquement administrative. Il y a une régulation juridictionnelle, mais également il y a une régulation sociale. N'oubliez pas que d'autres corps, comme les marabouts ou les chefs religieux, interviennent quand il y a des conflits entre les acteurs politiques. N'oublions pas également que dans le domaine judiciaire, les juges constitutionnels jouent également un rôle régulateur. Et on l'a vu lors de l'élection présidentielle, quand le président de la République a suspendu le processus électoral, le juge, dans son rôle régulateur, a invoqué des principes qui n'étaient même pas dans la Constitution. L'ordre public, l'intérêt général, la stabilité des institutions, la paix, pour sauver le processus électoral. Donc la régulation est devenue aujourd'hui un outil fondamental qui permet de jauger de la qualité d'une démocratie, mais également de renforcer la capacité d'action des acteurs. Vous me permettrez, Bayoumar, de rappeler un fait qui est caractéristique de l'importance des autorités administratives indépendantes, notamment l'exemple de la médiature. Vous savez, quand on lit le premier rapport du médiateur de la République au Sénégal au début des années 92, on se rend compte d'un exemple caractéristique de l'importance du rôle du médiateur. En effet, un agent de police, ou bien même un simple citoyen avait fait un concours pour devenir commissaire de police. Il n'a pas été reçu à ce concours, il a fait un autre concours pour devenir agent de police et il est reçu. Il a exercé au sein des forces de police pendant des années et plus tard, il a voulu faire la promotion interne. Et il est allé consulter son dossier. Et c'est là où il s'est rendu compte que lorsqu'il avait fait un concours de l'école de police pour être commissaire de police, il avait eu des erreurs dans ses calculs de notes. Et s'étant rendu compte, il a saisi sa hiérarchie. Les choses traînaient, il a saisi le médiateur.
Et le médiateur s'en est ouvert au Premier ministre et au Président de la République. Et le Président de la République a donné des instructions fermes au Premier ministre. Et le monsieur, ça lui a permis non seulement de recouvrer ses droits, d'être commissaire de police, mais également de bénéficier du traitement salarial au jour où il avait réussi le concours. Mais ce qui est important, c'est la lettre de remerciement du monsieur, ce qui montre à quel point les organes de régulation, particulièrement les médiateurs de la République, jouent un rôle éminemment important dans nos démocraties. Et de ce point de vue, interrogation sur la perspective aujourd'hui. Que faut-il corriger pour espérer arriver à une démocratie parfaite? Une démocratie parfaite, je pense que c'est du domaine de l'esprit. Et Jean-Jacques Rousseau le disait dans les dernières lignes du contrat social, qu'il n'appartient à un peuple de Dieu de se gouverner avec les principes démocratiques. Cela veut dire quoi? La démocratie est une quête permanente. Un idéal. C'est un idéal où, au moins si c'était un ensemble, on peut mettre la transparence dans la vie publique, le respect de la parole donnée, ce que j'appellerais le culte du droit. Donc, il y a un certain nombre de comportements qui est le reflet même d'un démocrate. Mais dans nos sociétés politiques, nous sommes dans un processus de construction d'institutions fortes, mais également d'aspiration à la démocratie. Parce que lorsque vous entendez qu'il y a des fraudes électorales dans tel ou tel contrée, ça pose problème. À ce stade-là, au XXIe siècle, je pense que toutes les préoccupations relatives à la contestation des règles et des institutions électorales, le Sénégal a dépassé ça. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a réalisé 3 alternances politiques. Et ce n'est pas rien. En 60 ans, 65 ans d'indépendance, c'est un grand bond en avant qu'il faut saluer, qu'il faut consolider davantage et saisir l'occasion des élections législatives pour faire des choix clairs, des choix transparents. Qui reposeraient sur quelle idée, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, le débat, c'est à ce niveau-là, en termes de propositions, de projet contre projet, par rapport aux préoccupations de l'opinion aujourd'hui. Qu'est-ce qui est déterminant? Ce qui est déterminant, c'est d'abord la majorité pour le président de la République. Parce que si le président de la République n'a pas la majorité, ça va être extrêmement difficile dans la gouvernance du pays parce qu'il sera obligé de se comporter comme un roi sans couronne. Il ne pourra pas agir quotidiennement sur les politiques publiques. Il va subir. Or, est-ce que nous, nos hommes politiques sont formatés, ont la culture politique, la maturité nécessaire, la compréhension du jeu des institutions pour accepter les résultats des élections et s'incliner progressivement derrière une majorité qui n'est pas conforme à cette démocratie, une élection reste une élection, une compétition. Oui, ça reste une compétition, oui, mais le comportement de nos hommes politiques le plus souvent laisse à désirer. Et aujourd'hui encore, je le dis et je le répète, il ne faut pas l'oublier, nous sommes dans un contexte de renouvellement des élites politiques. Et le comportement de nos élites que nous voyons chaque jour ne nous rassure pas sur les capacités à appréhender les problèmes, à agir dans le bon sens et à gouverner le pays tel qu'ils sont. On voit des hommes politiques qui, au lieu d'utiliser le contenu de leur programme, viennent avec l'injure et sont dans des logiques séditieuses et d'affrontement dans l'espace public. Au regard de l'histoire démocratique du Sénégal, donc la majorité n'a jamais servi à grande chose aujourd'hui. Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est opportun? Le débat démocratique à l'Assemblée nationale ou... Non, le débat démocratique est un élément indispensable pour la vitalité même de notre système. Donc il faut créer les conditions du débat. Et comme ce sont des élections législatives, c'est quoi? C'est projet contre projet, c'est vision contre vision. Maintenant, c'est le peuple qui va trancher. Et si le peuple tranche, tout le monde doit s'incliner devant la décision populaire. Maintenant, il y a un souhait, il y a quelque chose qui relève du domaine du souhait. C'est-à-dire, tout ce qui va dans le sens d'une cohabitation, tu dois relever du vue de l'esprit. Alors, non, dans la réalité des choses, moi je crains fortement pour mon pays dans ce contexte actuel. Alors, l'autre élément déterminant, c'est l'électorat. Comment conquérir l'électorat? Cet électorat sénégalais également relève d'une spécificité, quelque part, à convaincre. Oui, cet électorat, oui, finalement, comment il se présente et quels sont les moyens pour le convaincre? Les moyens pour le convaincre. D'abord pour sa participation et pour son élection. Ça, c'est le rôle des acteurs politiques qui veulent être représentés à l'Assemblée nationale, qui veulent avoir le maximum de suffrages. Il faut tenir au peuple un discours de vérité, il faut tenir au peuple un discours cohérent, parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais réfléchissent, ouvrent les yeux, voient comment fonctionne le monde, et les Sénégalais savent ce qu'ils veulent. Et duper les Sénégalais, ça pouvait se faire dans le passé, mais aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Les jeunes sont ouverts.
qui constituent la majeure partie de l'électorat. On ne peut pas les manipuler comme on faisait dans le passé. Attention. Et il y a des retours de bâton. Cela veut dire quoi? Il ne faut pas faire le pari d'un électeur qui n'est pas rationnel ou bien d'un électeur qui, on appelle ça, qui doute de ses choix. Non. Ce sont des choix clairs qui doivent être affirmés dans le sens de soutenir une politique ou de sanctionner une politique. Or, aujourd'hui, comme un président de la République vient d'arriver au pouvoir, je pense que la logique et la cohérence voudraient au moins qu'il y ait la majorité pour aller appliquer sa politique. Et après, on le jugera sur pièce et sur place, comme on dit. Et là, Omar Diop, merci. Je vous remercie. Pour rappeler que vous êtes docteur en droit, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un autre rendez-vous avec cette campagne électorale qui s'ouvre ce dimanche à partir de 0h en perspective des législatives de ce 17 novembre 2024. Et oui, le Sénégal, notre démocratie, également au rendez-vous de ce scrutin. Oui, et là, Omar Diop, le dernier mot. Non, le dernier mot, c'est d'appeler les citoyens à aller retirer les cartes d'électeurs et le jour du vote, d'aller voter massivement pour le candidat de leur choix. Nous sommes dans une démocratie. La véritable arme que le citoyen a, c'est au-delà de la parole, c'est la carte d'électeur. Et c'est cette carte d'électeur-là qui vous permet de peser sur le jeu politique. Donc, allons aux urnes et que l'expression souveraine du peuple soit le déterminant permettant de gouverner le pays. Et l'élément le plus important en démocratie, c'est le suffrage. Mesdames, Messieurs, c'en est tout. Merci de nous avoir suivis. Il était notre invité, Eladji Omar Diop, docteur en droit, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et un grand bravo à l'équipe digitale à la tête Alioune Badara Socé. Gardez l'écoute. Dans une poignée de secondes, ce sera au tour de Eladji Malick Ndiaye de recevoir Abdoulatif Coulibaly d'Adjanobi. Excellente écoute sur la 98.5. Rendez-vous dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, bien sûr. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé